en keynote de clôture, donc Mélie Larocque. Il nous a semblé en tout cas logique de reboucler la conférence de ce matin par Jean-Marc Jancovici sur la manière d'utiliser les ressources énergétiques pour concevoir. Et Mélie, elle va encore faire plus le lien avec la communauté des UX designers. Je n'ai pas pris le temps de voir son contenu, donc on verra est-ce qu'il est plus on dirait optimiste ou espérant ou combatif ou je ne sais quoi. On verra bien ça que ce matin, mais je pense qu'il fallait entendre tous ces discours-là, je pense, aujourd'hui. Et quand on pense à sobriété énergétique, on parle aussi d'éthique, bien sûr. Pourquoi on fait ce métier? Quel sens on veut lui donner? Quel sens on veut y mettre? Comment intégrer nos valeurs dans notre parcours professionnel? Comment les appliquer sur les différents projets? Est-ce qu'on choisit de travailler sur telle ou telle chose? Et puis comment tout ça peut aider à relever les défis d'aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir d'accueillir pour terminer cette édition Mélie Larocque, qui est cofondatrice de l'association Designer Éthique. Bonne écoute. Merci Nabil et bonjour à tous et à toutes. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et du coup de vous partager un point de vue sur la pratique du design associée à une réflexion éthique. Ah, ça n'a pas l'air de fonctionner. Petit imprévu de dernière minute. Ouais, je crois qu'il y a un petit souci de slide. C'est un faux départ. Pas de problème. Non. Alors, j'en profite aussi, tant qu'on y est, pour vous dire qu'il y a encore une fois un grand panneau à l'accueil où vous pouvez mettre des gommettes, bidouiller, post-iter, pour nous dire ce que vous avez pensé de la journée. C'est près de l'accueil. Non, vous allez passer devant, normalement, c'est obligé de le voir. Merci. Ah oui, ça va. Okay. Là, c'est bon. Ok. Donc, je reprends du début, mais voilà. Ravi donc en effet de vous retrouver pour ce moment d'échange où on va discuter de la pratique du design et la question de l'éthique dans notre métier. Donc, ces derniers mois, nous avons commencé à percevoir le monde autrement. Et on va dire qu'on est passé d'un monde infini à un monde fini. Cette vision de l'infini, elle est le fruit d'un héritage. Et on va remonter le temps et s'intéresser donc à l'après-guerre. Donc après les deux guerres mondiales, en 1945, on voit qu'il débute dans la société une période de croissance économique et de grande consommation. C'est l'époque des 30 Glorieuses et notamment le design rejoint ce mouvement justement pour proposer en fait des grands produits de consommation, notamment pour rendre accessibles ces produits au plus grand nombre et améliorer le confort. Et donc on voit à l'époque, c'est la découverte du plastique et on va avoir on va dire une évolution dans le design, on va rentrer dans une révolution industrielle. C'est aussi à ce même moment qu'on voit l'apparition de premières critiques, et notamment avec Victor Papanet, donc qui est designer et enseignant, qui va être l'un des premiers à remettre en cause le modèle consumériste et interroger le rôle du designer. Là, je vous présente deux livres qu'il a écrits, donc je vous invite à découvrir Design for the Real World et The Green Imperative, où il va poser la question de quelle éthique pour le design, à quoi on doit contribuer en tant que designer. C'est aussi en parallèle de ces prises de conscience d'un point de vue plus professionnel, de premières
réflexion qui s'est engagée au niveau scientifique. Et donc là, je vous montre la photo d'un groupe de scientifiques du MIT, donc composé de Denis et Donella Meadows, qui ont été mandatés à l'époque, en 1972, par un consortium de l'automobile pour réfléchir à l'impact de scénarios de croissance infinie dans un monde fini. Et donc, à l'époque, ils publient ce rapport The Limit to Grow, qui fait énormément, qui est très reconnu à l'époque et qui est aujourd'hui encore beaucoup cité, où ils vont modéliser un scénario de croissance infinie. Et donc, à l'époque, ils présentent ce schéma que je vous ai extrait, où on voit que dans cette quête de croissance infinie, on arrive donc à des paliers où finalement on arrive à une sorte de rupture, d'effondrement des ressources, de la nourriture et autres. On voit que ces deux lignes, on va dire, de rupture, elles sont comprises entre 2000 et 2040. Et donc, nous sommes bien dedans aujourd'hui et on commence à ressentir les effets et les prédictions de ces scientifiques qui nous alertaient. On le voit en effet, puisqu'on commence à expérimenter le changement climatique, où là, ce n'est plus une hypothèse discutée entre nous, c'est vraiment, on est dans un état, pour moi, d'alerte climatique, où on a le dernier rapport du GIEC qui nous a, il y a quelques semaines, rappelé que si on voulait maintenir une planète à 1,5 degré, il fallait qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre de manière drastique en 3 ans, d'ici 2025. Sinon, on augmenterait nos températures et on augmenterait les impacts sur la Terre. Donc, on commence à expérimenter ça. On voit que le changement climatique vient profondément transformer et bouleverser en fait nos modèles et nos systèmes de société. Donc là, j'ai mis quelques extraits d'événements récents, mais on a vu qu'on a passé la 6e limite planétaire avec le cycle de l'eau. On voit des problématiques qui étaient du passé pour nous avec la question de l'inflation de l'énergie, la question des ressources alimentaires et des conflits géopolitiques avec des guerres qui se succèdent. Donc, on est dans une étape qu'on pourrait dire de bascule, une étape de bascule collective qui est complexe. Elle est complexe parce qu'elle nous demande de revoir en profondeur nos modèles économiques, sociaux à grande échelle. Et aussi de réinterroger le sens de notre action en tant que profession. Finalement, se dire comment, à mon échelle, je peux participer et atterrir le mieux qu'on peut dans cette étape de bascule. Et on se demande alors comment le design, dans ce monde de bascule, comment il peut devenir un levier. Alors j'aime bien rappeler que le design, c'est une pratique de conception, de vision, où on a la chance en fait de pouvoir façonner des usages d'aujourd'hui et de demain, donc d'un point de vue d'utilité, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue sens. C'est une approche où on a la possibilité en fait d'orienter notre futur dès à présent. Et j'aime bien citer cette phrase, le futur n'existe pas, il s'écrit au présent. Donc on a une certaine responsabilité finalement en tant que designer d'orienter en fait dès à présent le futur que l'on veut voir. Je vais donc vous présenter pour la suite 3 ingrédients qui selon moi permettent d'incarner, de mettre en pratique une certaine responsabilité dans son métier de designer. La première, c'est de comprendre en fait les changements de paradigme pour faire des choix de conception qui soient le plus possible éclairés au présent et qui servent un futur positif. Le second, c'est de développer donc une posture éthique, et on va rentrer en détail par la suite, mais l'idée c'est de définir des principes qui vont guider notre pratique pour pouvoir agir dans le meilleur sens possible. Et le troisième, réorienter notre pratique de design pour adresser les enjeux socio-écologiques, c'est-à-dire développer de nouvelles compétences pour pouvoir faire face à des enjeux qu'on n'a jamais connus jusqu'à présent. Alors, on va commencer avec le premier. Premier axe, comprendre les changements de paradigme. Donc, il y a un changement de paradigme qui est
en fait, qui est le socle de toute cette bascule, c'est le passage de l'Holocène à l'Anthropocène. Alors, qu'est-ce que l'Holocène? C'est une ère géologique dans laquelle on a vécu jusqu'à présent qui permettait de proposer une terre habitable, vivable, dans des conditions plutôt clémentes. Et l'Anthropocène, c'est une nouvelle ère géologique que les humains ont eux-mêmes créée. En fait, on a eu tellement d'impact sur la Terre qu'on a initié un changement géologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va rentrer dans une ère où le climat va être plus extrême, où les ressources vont être plus limitées, où on va devoir vivre dans un monde où l'abondance n'est plus la reine. Donc c'est un contexte environnemental, social, économique, politique qui va bouleverser et nous demander d'opérer un changement de pensée et de pratique. J'ai cité 3 changements de pensée qui me semblent importants à considérer aujourd'hui. Le premier, ça concerne de passer d'une vision anthropocentrée à une vision écocentrée. Anthropocentré, ça veut dire que on a conçu nos systèmes en mettant l'humain au centre. C'est ce qu'on apprend dans toutes nos formations de design. On conçoit des produits, des services où on met l'utilisateur au centre. Aujourd'hui, en fait, on devrait élargir ce spectre et mettre au centre du système les humains, mais aussi la nature, les écosystèmes vivants, puisqu'on est tous interconnectés et qu'on est dans une phase de changement climatique important qui menace en fait la vie au global. On parle ici, vous avez dû peut-être en entendre parler, notamment de pratiques de design systémique qui permet justement d'englober ces nouvelles entités. Le deuxième changement de pensée qu'on doit opérer, c'est du moins se questionner, c'est de remettre en considération la notion de croissance. En effet, quand on parle de croissance, on parle d'un point de vue économique de la production de services et de biens dans une société sur une période donnée. Et donc, on mesure cette croissance avec des données chiffrées, économiques, avec le PIB notamment. Et on voit dans la société qu'il y a des pendants économiques qui se questionnent sur l'idée de post-croissance, c'est-à-dire de mesurer le succès d'une société au global qui ne reposerait pas que sur des données chiffrées, mais qui pourrait reposer sur des indicateurs de bien-être, sur un aspect plus social, environnemental de nos actions. Le troisième, ça concerne le passage d'un modèle de l'hypertechnologie à un modèle de technologie dite plus raisonnée. Hypertechnologie, ça veut dire en fait une force où on mettrait la technologie vraiment partout et pour tout. On serait plutôt dans une phase où on serait dans une réflexion de solutionnisme technologique. La technologie raisonnée, c'est de se dire oui à la technologie, puisque c'est une avancée majeure pour les humains, mais de manière beaucoup plus contrôlée et raisonnée, c'est-à-dire en réfléchissant à l'impact social, environnemental, économique de ce que l'on conçoit. Et donc l'exemple le plus approprié que j'ai trouvé, c'est en effet Fairphone, qui, eux, sont dans cette démarche de pouvoir proposer une technologie qui prenne en compte tout le cycle de vie, l'extrait des terres rares, etc. Donc voilà, donc on se retrouve avec ce panel de paradigmes, de changements de pensée, voilà, qu'il faudrait pouvoir considérer dans notre pratique aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est maintenant, à chaque partie, de pouvoir passer d'une approche plus théorique à une approche plus pratique. Et là, je voudrais vous présenter ce qu'on a mis en place, notamment dans les équipes SNCF Connect, justement pour prendre en considération ces changements de paradigme. Et notamment, on a mis en place donc une démarche de prospective où on a voulu étudier les forces de changement. Des forces de changement, en fait, ce sont on va dire un ensemble de signaux faibles qu'on peut constater dans la société qui vont orienter dans une direction ou une autre la société. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé une dizaine de forces de changement. Donc là, j'en ai mis 3, la question de l'inflation énergétique, des ressources limitées, la question de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, et la 4e, l'état d'urgence climatique.
L'objectif, en fait, avec ce travail de prospective et d'identification d'efforts de changement, c'est de pouvoir, en fait, les considérer dans notre conception de services et de produits. En se disant, cet effort de changement, quels vont être les impacts, par exemple, à 2030 ou même 2050, et comment, en fait, nous, on peut déjà considérer ces changements majeurs, et comment on peut contribuer pour prendre en considération, mais aussi, pourquoi pas, réduire les impacts que l'on peut amener avec nos solutions technologiques. Et je pense notamment à l'état d'urgence climatique, où là, on s'engage sur des démarches de sobriété numérique, par exemple. La deuxième, ça a été, dans cette démarche de prospective, de s'ouvrir en fait à l'externe, et notamment avec des expertises variées. Donc, on allait discuter avec des économistes, des auteurs de science-fiction, et d'autres profils, pour aussi enrichir en fait notre vision de designer et commencer à travailler en systémie en fait avec le réseau. Ça nous a permis en fait de pouvoir aussi mieux comprendre des concepts qui peuvent nous sembler abstraits, notamment quand on parle de post-croissance. Et la troisième étape de cette démarche, ça a été de co-construire en fait une vision de design avec ce fruit d'efforts de changement pour orienter nos choix produits. C'est-à-dire que ces efforts de changement, l'idée c'est qu'elle ne reste pas dans un PPT, mais qu'elle puisse vivre et qu'on puisse construire en fait une évolution de notre produit qui les prenne en considération. Et pour ça, on a organisé des ateliers de vision avec les équipes de Product Design, justement pour imaginer des scénarios de mobilité à 2030. Le deuxième axe, pour développer en fait une approche responsable, c'est d'interroger sa posture et d'engager une réflexion éthique. Donc là, je vous donne une définition qui m'est personnelle, mais j'aime bien dire que l'éthique, c'est notre conscience professionnelle. En fait, c'est un code de conduite qu'on va définir avec des principes, des valeurs, qui vont nous permettre de constituer un cadre et nous permettre d'agir dans le meilleur sens possible. Donc, dans l'idée d'agir consciemment, respectueusement, sans nuire à ce qui nous entoure. Définir, en fait, une réflexion éthique et un cadre avec ces principes, ça va nous permettre, tout simplement, en fait, de réfléchir à ce que l'on fait au quotidien et de se dire quelles vont être les conséquences de ce que je produis aujourd'hui. Donc là, je vous montre un exemple de cadre que j'ai pu définir pour moi-même. Et j'ai mis en avant des valeurs qui me semblaient importantes. Donc, ce cadre de réflexion éthique, il y a 4 valeurs que j'ai mis en avant. Donc, c'est la notion d'utilité, contribuer en tant que designer à des produits, services, systèmes qui soient utiles, durable, universel, et qui rendent en fait l'utilisateur autonome. On va revenir en détail sur chacune des valeurs. Donc quand on parle d'utilité, c'est en effet de se dire, en tant que designer, je m'engage dans ma pratique quotidienne à concevoir des produits, des services, des systèmes qui vont répondre à des besoins essentiels de l'individu ou de la société. Et donc on n'est plus dans une pratique qu'on pourrait appeler de superflu. Durabilité, c'est de se dire que ce à quoi je contribue et ce que je conçois va viser un minimum d'impact environnemental et d'usage de ressources. Et même, on peut aller un petit peu plus loin en se disant, l'idée, c'est aussi, pourquoi pas, de participer à une logique de régénération des écosystèmes. Le troisième, c'est la question d'universalité, dans le sens où je vais participer à concevoir des services, des produits, des systèmes qui vont être abordables par tous et appropriables par tout le monde. On peut faire le lien avec l'accessibilité. Et l'autonomie, l'idée c'est que tout ce que je conçois soit le plus compréhensible possible, utilisable facilement et surtout en respectant la liberté des utilisateurs. Donc ça, c'est un exemple de cadre de principes qui permettent en fait de structurer une éthique professionnelle. Et ça peut être adapté en fait en fonction aussi de notre sensibilité personnelle. Donc, je dirais que l'éthique, c'est en fait un chemin, c'est un idéal qu'on souhaite atteindre, qui va nous permettre donc de guider notre pratique, nos choix de conception,
et notre parcours professionnel. J'aime bien dire aussi que l'éthique, ça permet aussi de développer en fait une posture qui est ancrée, qui permet soit d'accepter de participer à un projet, accepter de rejoindre telle organisation, telle entreprise, ou bien de refuser, puisque si par exemple les valeurs du projet ne sont pas alignées avec les miennes, refuser de rejoindre telle organisation parce que je ne crois pas aux valeurs ou à la mission. Et la troisième, je dirais que c'est la plus intéressante, c'est de pouvoir réorienter en fait. Puisqu'en tant que designer, on a cette capacité d'être force de proposition, d'être créatif. Et donc, l'idée, c'est par exemple, si un brief d'un projet ne me correspond pas, c'est de se dire comment moi je peux ramener mes principes, une certaine éthique professionnelle pour le réorienter dans le meilleur sens possible. De même, si je rejoins une organisation, comment est-ce que je peux ramener ma sensibilité, ma réflexion éthique dans les pratiques de design? Donc là, pour illustrer ce cas, je vais vous parler de la démarche qu'on est en train de mettre en place donc, sur la rédaction d'engagements éthiques pour les équipes design et produit. Ce qui est intéressant en fait quand on parle d'éthique, on a vu donc ça peut être une réflexion qui est avant tout personnelle parce que c'est très lié aussi à une prise de conscience sur ce qui nous entoure. Mais ce qui devient encore plus intéressant, c'est quand on arrive à le faire passer dans une éthique collective. Et donc là, c'est ce qu'on essaye de faire, notamment avec les équipes de product design. Et donc, il y a plusieurs étapes pour conduire ce changement. Et la première étape, ça a été de conduire des interviews déjà avec les différents métiers tech de l'entreprise pour essayer de voir quel était le niveau de maturité sur ces sujets, puisque c'est vrai que l'éthique, c'est quand même pas un sujet qui est forcément facile à aborder en premier plan. Donc là, ça a été une phase plutôt d'entretien qui nous a permis d'avoir un petit peu le contexte global dans les équipes et voir aussi où les équipes souhaitaient aller par rapport à ces sujets d'actualité. La deuxième étape, c'est d'écrire ces engagements éthiques pour les équipes. Et donc, quand je parle d'engagement éthique, je parle par exemple de rédiger des principes de design. On est assez à l'aise notamment avec cette pratique-là. Donc, par exemple, un des principes pourrait être nous allons concevoir un service sobre, un service accessible, un service respectueux de l'attention et des données. Et il y en a bien d'autres. L'idée, en fait, c'est que ces engagements éthiques, on puisse déjà les poser et les partager et y croire tous, en fait, en tant qu'équipe. Et ça va nous permettre, en fait, d'aller dans un sens le plus vertueux possible. Ça va nous permettre déjà aussi d'engager une montée en compétences. Par exemple, de développer une nouvelle pratique de conception qui n'engage pas que les designers, mais aussi les PO, les PM, les devs. Donc, on parle, par exemple, de pratiques d'éco-conception numérique, des pratiques d'accessibilité, de privacy. Et tout ça, finalement, ces engagements vont permettre en fait de diriger nos actions pour atteindre un produit le plus responsable possible. Et la troisième étape, ça va être de les rendre, ces engagements, ça va être de les rendre opérationnels et notamment de se dire comment on va mesurer finalement que notre produit a atteint un certain niveau de responsabilité. Et donc là, on peut penser à de nouvelles mesures, notamment, je peux l'illustrer avec la sobriété numérique, qui peut être un nouveau intrant à mesurer. Le troisième axe concerne la réorientation de notre pratique en tant que designer, justement, pour adresser des enjeux globaux, sociaux et écologiques. Pourquoi on se dirait qu'il faut réorienter nos compétences? Tout simplement parce que, en fait, ça va participer à maintenir l'habitabilité de notre monde et de notre génération et de celle à venir. Donc on a besoin de nouveaux stocks de compétences qu'on n'a pas forcément eu dans nos parcours. Donc là, je propose plusieurs compétences qui me semblent clés pour notre pratique actuelle. Donc la première, c'est en effet d'avoir, on va dire, une réflexion assez sensible, un peu philosophique sur quel est le sens de notre métier. Et donc là, je parle d'éthique et responsabilité du designer. Et autour, donc, il y a d'autres domaines qui sont importants. Donc, avoir des compétences sur la notion d'anthropocène et de climat, donc pour comprendre le contexte environnemental dans lequel on se trouve aujourd'hui. Avoir une compétence aussi une approche qui mêle histoire et prospective. En effet, c'est toujours intéressant aussi d'aller chercher dans l'histoire comment, en fait, au travers du design dans nos sociétés, on en est arrivé ici.
et mieux comprendre en fait aussi les évolutions. Et la prospective, ça nous permet justement de se dire dans quel futur je souhaite voir pour demain. Et ça nous permet en fait de mieux cadrer en fait nos actions au présent. La troisième compétence, c'est de développer une approche systémique et interdisciplinaire. Donc on l'a vu au tout début, c'est l'idée de d'inclure dans notre pratique de design non pas que l'humain, mais finalement tous les écosystèmes. Et aussi de pouvoir un petit peu libérer notre profession et d'aller travailler avec des profils variés, chercheurs, économistes et autres, puisque les enjeux sont quand même, à grande échelle. La quatrième, c'est développer une pensée critique et pouvoir être force de proposition pour des trajectoires alternatives. Donc la pensée critique, c'est de pouvoir en fait tout simplement se poser des questions. Pourquoi c'est comme ça et d'être curieux et de pouvoir en fait proposer de nouvelles trajectoires dans un contexte qui va être complètement nouveau pour nous. Et enfin, la dernière, c'est de développer des compétences techniques et de conception qui soient corrélées en fait avec les limites planétaires. Et là, je parle, par exemple, développer des compétences sur l'éco-conception numérique, sur les low-tech, qui en fait nous ancrent justement dans ce monde fini dans lequel on est. Ça, donc, c'est un sujet qui est aussi forcément lié à la démarche qu'on met en place chez SNCF Connect & Tech, et où notamment, en fait, on souhaite faire monter en compétence des équipes de design et tech sur l'éco-conception numérique. Donc, la première phase qu'on a réalisée, ça a été de sensibiliser déjà en interne sur ce sujet. Et donc, ça a été fait au travers de plénières, d'événements, où on a, on va dire, posé un cadre de réflexion un peu théorique. Donc, qu'est-ce qu'on entendait par éthique numérique, vers quel numérique on souhaite aller, donc se questionner sur des valeurs, la question de l'accessibilité, de l'éco-conception, etc. La deuxième étape, ça a été d'être beaucoup plus, de descendre de la théorie vers, on va dire, quelque chose de plus concret, et de réaliser aussi un état des lieux sur la question de la sobriété numérique, et notamment de travailler avec Green Spector, donc, qui est une entreprise nantaise qui propose de réaliser des audits pour évaluer en fait l'impact énergétique d'un service numérique. Et donc ce qu'on a fait avec Green Spector, c'était de mesurer l'impact environnemental que l'on peut générer donc, sur des parcours clés de mobilité. Ça nous a permis déjà de pouvoir tout simplement se situer par rapport à d'autres acteurs, mais aussi de se dire quels sont nos leviers pour nous améliorer. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est dit, c'est intéressant d'aller passer un palier et de former en fait, notamment les product designers, aux nouvelles pratiques d'éco-conception numérique. Donc, on arrive à la fin de cette conférence et pour résumer, donc voilà, je vous ai présenté 3 axes qui peuvent permettre en fait de passer de la théorie à la pratique et d'exercer une certaine forme de responsabilité. Donc, comprendre les changements de paradigme à grande échelle, développer une posture éthique en se questionnant sur les valeurs qui me sont chères et comment ces valeurs peuvent me guider dans mon métier et dans mon parcours professionnel. Et la troisième, c'est d'enrichir mes compétences avec de nouveaux savoir-faire qui sont en lien avec les limites planétaires, par exemple. Je dirais que ça, c'est 3 axes possibles. Et en fait, chaque designer, on a notre sensibilité, on a notre part créative, on travaille dans des secteurs différents. Et en fait, on aura tous une manière différente d'appliquer cette forme de responsabilité. Mais je dirais, si on devait repartir d'ici, c'est de se dire comment, en fait, en tant que groupe, en tant que profession, on est aligné sur le sens que l'on va mettre dans nos actions. En effet, quand on se pose des questions d'éthique, c'est avant tout personnel, mais c'est très intéressant quand ça devient une réflexion de profession, et je dirais même une réflexion de génération. Je vous remercie.